C'est officiel, Sony vient de dévoiler ses deux téléviseurs milieu et haut de gamme, les Bravia 7 M2 et Bravia 9 M2 ou Mark II. Et sans réelle surprise, il est question ici de téléviseurs LCD qui utilisent un système de rétroéclairage de type mini LED RGB, une technologie qui prend le nom de True RGB chez le constructeur, ou plutôt True RGB, rien que ça. Voyez-y peut-être une forme de déni par rapport à ce que propose la concurrence, ou plutôt une certaine forme de fierté de la part de Sony d'appeler ça True RGB pour le véritable RGB. Je vous laisse en juger, mais dans les deux cas, le message est clair pour eux. Et d'ailleurs, il tient en deux phrases inscrites en blanc sur une slide fond noir qui disent « Nous sommes ravis de vous présenter notre techno True RGB. Nous pensons que notre système de rétroéclairage True RGB est tout simplement le meilleur du monde. » Voilà, c'est dit. Cette année encore, chez Sony, on nous explique qu'il y a eux et les autres. Et il faut bien reconnaître que leur expertise dans le monde du cinéma, ne passe pas inaperçue une fois qu'on a des TV en test à la maison. Alors oui, la concurrence aujourd'hui est pressante, elle revient très très fort, elle évolue également. Mais ce petit truc à la Sony, comme à la Panasonic aussi devrais-je dire, il fait souvent la différence. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager un maximum d'informations que j'ai pu collecter sur place, à défaut de pouvoir vous montrer un maximum d'images, puisque nous étions très cadrés dans ce que nous avions le droit de filmer, et vous allez voir que ça ne tient pas à grand chose. Donc pour nous présenter sa nouvelle gamme, pour ma part, pas de voyage. Au Japon, vous vous en doutez, on était dans le cadre d'un événement européen qui s'est déroulé à Weybridge, en Angleterre, au siège de Sony, et pour le coup, c'est un voyage annuel, mais cette année, il avait peut-être un goût un petit peu particulier, parce que le constructeur fête ses 80 ans. Un événement de taille, pour une annonce de taille, elle aussi, mise en scène d'entrée de jeu par cette sorte d'exposition dans l'allée centrale, l'exposition des ancêtres de la TV pour ce constructeur japonais. Alors, je les ai pas connus, mais peut-être que certains des modèles que vous allez voir ici vont vous évoquer quelque chose à certains d'entre vous. C'est pourquoi, dans cette vidéo qui est chapitrée, je vous propose de jeter un œil sur ce qui nous était ici présenté. Si ça ne vous intéresse pas, passez au chapitre suivant. Donc ça commence avec le TV8-301 de 1960. Il nous est indiqué ici sur sa petite fiche signalétique qu'il est composé de 23 transistors et 19 diodes. C'était le premier TV personnel portatif, l'alternative vraisemblablement à la radio. Puis vous avez le premier Trinitron en 1969 avec ce KV1320UB. Et puis plus tard, on a eu le premier TV monochrome portatif, le TV511, qui était doté d'un écran de 5 pouces. C'était en 1977. Peut-être que certains d'entre vous, cette fois-ci, ont quelques souvenirs de ce truc-là, et puis quelques souvenirs aussi peut-être du KX21HV, qui cette fois-ci était un TV 560p, lancé en 1986. J'avais 5 ans. Et puis je passerai rapidement sur l'écran plat. Pour le coup, lui, j'ai un peu l'impression que ça me dit quelque chose. Le KLV15SR de 2002. Et puis ensuite, on avait le premier OLED, lui aussi m'évoque quelque chose de la marque. Un premier OLED de chez Sony, c'était en 2007 avec le XEL1. Pour en arriver à ceux qui nous intéressent surtout, et le pourquoi je vous ai fait cette forme de rétrospective, c'est qu'on a là le Calia 005 en 2004 et le X4005 en 2008, qui faisait appel pour ce dernier au local dimming. Mais attention, ce sont là les premiers téléviseurs qui utilisaient des LED RGB et qui promettaient donc des noirs profonds et des couleurs vives. À l'époque, la target, c'était tout simplement les téléviseurs plasma. En tout cas, ce que j'avais là dans cette allée centrale, je l'ai un petit peu vécu comme un message subliminal qui a de toute façon été porté par les équipes de Sony. C'est plus particulièrement par Hideki Akiyama, senior manager au département Display Technology de Sony Corporation, qui nous a expliqué sur scène, comment tout ce travail réalisé par les équipes finalement plutôt dès 2004 avec cette technologie LED RGB a permis à Sony d'en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Pour ma part, justement, je trouvais que s'ils étaient précurseurs sur cette techno dès les années 2000, eh bien que finalement, ils ont mis quand même pas mal de temps à prendre la parole de manière plus claire. Parce que oui, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de ce mini LED RGB chez Sony. Maintenant, on savait que ça s'appelait le True RGB. Mais par rapport à Hisense et TCL, je les ai trouvés un peu en retrait. J'ai eu en l'occurrence l'opportunité de poser la question à un expert de chez Sony sur qu'est-ce qu'il leur avait pris autant de temps finalement pour faire en sorte que cette technologie True RGB soit désormais portée aux standards de qualité de chez Sony. Et selon lui, eh bien, même si aujourd'hui certains salariés qui ont travaillé sur les premiers produits utilisant le LED RGB, ils sont toujours là et il peut toujours échanger avec eux, et bien que même s'il y a eu beaucoup de travaux menés sur la R&D, ça constituait une base solide pour l'essentiel, mais il a également dit qu'il fallait repartir from scratch. Alors, repartir totalement de zéro, peut-être pas, parce qu'il y avait quand même une base technique qui était sans doute solide, mais les plateformes, cette fois-ci techniques DTV, ont tellement évolué qu'il a fallu repartir, en effet, de zéro. C'est en tout cas comme ça qu'il l'a dit. On est désormais sur des téléviseurs qui sont en Ultra HD, qui sont HDR10, qui sont Dolby Vision, qui ont des capteurs de luminosité, qui sont ultra lumineux également, qui ont une multitude de profils d'images, a fortiori chez Sony où on sait qu'ils ont en plus des modes calibrés, etc. Et donc on a des puces qui certes sont également beaucoup plus puissantes, mais qui doivent également gérer l'upscaling, le traitement de l'image, des choses comme le XR contraste ou encore la fluidité, bref, j'en passe. Et finalement, dans tout cela, la gestion du backlight est tellement importante, tellement capitale, qu'il a fallu revoir intégralement les algorithmes de ce système de rétroéclairage. Donc au final, ce constructeur, on peut pas dire qu'il soit en retard. Après tout, c'est vrai que oui, il y a déjà du Hisense, il y a déjà du micro RGB de Samsung, mais ils arrivent aussi avec des modèles commercialisés cette année. D'ailleurs, je vais vous donner les prix. Donc, grosso modo, c'est un peu comme les autres. En tout cas, pour tous ceux qui avaient promis d'arriver avec cette techno, Hisense, TCL et désormais Sony, c'est officiel. La différence qu'ils veulent en tout cas mettre en avant, c'est que selon eux, leur technologie est la meilleure. Avec ces minuscules diodes rouges, vertes et bleues. Et pour Sony, si ça va tout changer, c'est parce que celles-ci, elles sont pilotées par un élément fort, je l'ai déjà évoqué, c'est le système Backlight Master Drive, qui dans le cas présent est désormais appelé Backlight Master Drive Pro. Pour eux, le pitch était de dire, on fabrique des moniteurs de référence pour le cinéma, cette image de manière perceptuelle, on sait à quoi ça doit ressembler. Alors à défaut d'illustrer mes propos avec les slides diffusés à Weybridge, encore une fois, pas le droit, je vous partage deux chiffres ou plutôt deux ratios de performance communiqués par Sony. Ils concernent la partie volume couleur. Sans nous donner de chiffres, et c'est bien dommage, et même si ces chiffres n'engagent que ceux qui y croient, ces chiffres qui pourraient nous être communiqués par le constructeur, il nous indique que le Bravia 9 M2 aurait un volume couleur 2 fois supérieur au Bravia 9, qui, je vous le rappelle, est le must en matière de mini LED Quantum Dot chez le constructeur, mais aussi 4 fois supérieur au meilleur des téléviseurs OLED, et plus précisément QD OLED, puisqu'il s'agit du Bravia 8 Mark II. Dites-moi si vous vous attendiez justement à cette comparaison, et ce que vous pensez de finalement cet OLED en retrait face à cette technologie LCD. Sachez que c'est pas moi qui le dis, c'est Sony. Donc, voilà. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Autre point fort, le deuxième, à vrai dire, qui a été mis en avant, Sony annonce atteindre un niveau de gradation des couleurs toujours plus évolué, toujours plus précis, toujours plus avancé. C'est notamment un des points sur lequel je trouvais que Sony faisait déjà très bien le job, il faisait même sans doute partie des meilleurs. Cette année, c'est le coup de la lessive qui lave plus blanc que blanc. On va avoir un truc qui va être totalement exempté de ces problèmes, de ce phénomène de banding, qui, il est vrai, quand il est présent et qu'il se voit, est très désagréable. Donc ça sera géré comme jamais.
sans doute profitable aussi à toutes vos sources d'une qualité dégradée, les sources 8 bits par exemple, que l'on peut visionner un petit peu au quotidien, d'où qu'elles viennent. Donc là-dessus, Sony en tout cas nous annonce que dès le système de rétroéclairage, bien entendu traitement, processeur, etc. ensuite, au travers du panneau LCD, mais dès le système du rétroéclairage, nous devrions bénéficier d'une évolution technique. Troisième point, cette fois-ci, c'est comparer le téléviseur LCD mini LED Quantum Dot à la technologie RGB qui, bon, à vrai dire, c'est pas très surprenant, mais offre des angles de vision supérieurs avec moins d'affadissement des couleurs, mais aussi moins de blooming autour des objets lumineux sur fond noir, par exemple. Oui, vous avez tous en tête certaines démonstrations sur YouTube, et puis vous avez peut-être aussi en tête l'affichage de vos sous-titres avec cet effet de halo dès que vous désaxez un petit peu du téléviseur. On verra également si j'ai l'occasion de tester ce TV. Je vous rappelle que cette techno, elle prend le nom de X-Wide Angle chez Sony et désormais, eh bien, c'est même X-Wide Angle Pro pour ces deux modèles, Bravia 9 Mark II et Bravia 7 Mark II. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, une évolution. Quatrième point fort, et là, c'est plutôt en opposition avec la technologie OLED, eh bien, c'est que le mini LED RGB reste une technologie LCD et donc elle offre les mêmes possibilités en matière de construction, comprenez, en matière de taille. Par exemple, sur le LED, les prix sont certes importants dès le modèle de 83 pouces, avec par exemple un LG OLED G6 qui est aux alentours des 5 500 € au moment où j'enregistre cette vidéo, mais ils deviennent complètement délirants lorsqu'on va aller chercher des diagonales de 97 pouces, avec un G6 toujours qui est cette fois-ci affiché aux alentours des 28 000 €. Bon, bah là, ça sera également pas donné, on va le voir chez Sony, mais industriellement, il est plus simple pour le constructeur de proposer des gammes plus larges et ainsi d'aller du 50 jusqu'au 115 pouces, ce qui m'emmène désormais eh bien, à vous parler des prix. On a un Bravia 7 qui démarre à 1 799 € pour le 50 pouces et ça va jusqu'à 5 999 € pour le 98 pouces. Je suis bien incapable de vous dire face à quoi se positionne ce téléviseur. Vous avez vu sur ma vidéo TCL, peut-être que TCL annonce un RM7L. Quand on connaît désormais la proximité à venir, en l'occurrence entre TCL et Sony, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces produits soient équipés de la même manière? Je n'en sais rien, même si Sony dit que c'est du True RGB et qu'ils sont meilleurs que Hisense et TCL. Je vais y revenir. Peut-être que ça sera une base assez proche, j'en sais rien. En tout cas, vous avez là les tarifs. Pour le Bravia 9 M2, cette fois-ci, ça démarre à 2 999 € sur le 65 pouces et ça frôle donc les 20 000 € pour le 115 pouces. Et là, eh bien, il y a un truc qui m'étonne un petit peu parce que, par exemple, lorsque je prends le RM9L de chez TCL en 85 pouces, eh bien, TCL l'annonce à 5 999 €, soit finalement 1 000 € de moins que le modèle équivalent chez Sony, parce que pour le coup, j'imagine bien que Bravia 9 M2 et RM9L pourraient se bagarrer techniquement dans la même cour, à vérifier, parce que je n'ai pas de valeur de luminosité qui nous est communiquée, il n'y a pas de logique de zone qui nous est communiquée non plus, donc à vérifier tout cela, mais si ces deux compétiteurs, eh bien finalement TCL est plus cher que Sony, mais là où ça s'inverse totalement, c'est que le Sony en 115 pouces est à 20 000 € et le 115 chez TCL est plutôt aux alentours des 13 000 €. Pour prolonger un petit peu les comparaisons, chez Hisense, si on prend le UR9S, qui est le mini LED RGB le plus haut de gamme, en tout cas performant pour l'instant, parce qu'ensuite il y a le 116 pouces, mais sur la gamme plus accessible, entre guillemets, dont je vous ai parlé sur la chaîne, avec même des résultats de mesure, etc., eh bien on est sur un 85 cette fois-ci, qui lui est aux alentours des 3 700 € chez Hisense, ce qui confirme, là encore, que ce constructeur a vraiment une carte à jouer cette année sur le segment des téléviseurs LCD mini LED RGB. Peut-être que les gens seront au contraire un petit peu frileux d'aller vers cette nouvelle techno et resteront un petit peu en retrait pour cette année 1. Bon,
vous feriez quoi, vous? J'en reviens donc à ces slides que je n'ai toujours pas le droit de vous montrer. Mais Hideki Akiyama nous a expliqué les différents points d'attention un petit peu plus particuliers sur lesquels lui, ses équipes se sont focalisées. Le premier point qui est mis en avant, à vrai dire, on l'a entendu déjà de nombreuses fois chez TCL, c'est l'importance d'avoir des diodes RGB d'excellente qualité. C'est une évidence pour atteindre le niveau de pureté de couleur que l'on attend. C'est un peu comme avoir aussi un bon filtre Quantum Dot devant ces mini LED bleus par exemple. Eh bien, il faut viser le meilleur des systèmes de rétroéclairage. Et attention parce que je vous ai évoqué cette logique-là, mais il ne faut, dans le cas présent, je pense, ne pas confondre la logique de colorimétrie, c'est-à-dire vraiment comment on va reproduire la couleur, et la logique de luminosité. On peut avoir un TV, vous le savez, qui est très lumineux, mais qui, dans les hautes lumières, eh bien, va afficher des couleurs qui vont être affadies, délavées, washed, comme on dit également. Et c'est sur ce point bien spécifique que le porte-parole de Sony nous a dit non, on a vraiment travaillé là-dessus pour que quand on injecte de la luminance dans nos diodes, eh bien qu'au niveau du backlight, on conserve une pureté de la couleur. Et c'est vraiment un volet important dans cette structure. Et c'était amusant aussi parce que le porte-parole de chez Sony, très vite, il est arrivé dans sa présentation en nous disant « Oui, vous savez, certains appellent ça le micro RGB, mais il faut que vous sachiez en fait que la taille et l'espace de la diode n'a pas réellement d'importance à ce stade. Même une différence de 100 microns sur la taille du chip n'a qu'un impact d'1% environ sur la qualité. En fait, j'interprète surtout cela, bon alors déjà sans doute parce que ça les arrange, mais j'interprète surtout cela dans le sens où je pense que c'est déjà tellement compact, tellement miniaturisé que la qualité va surtout se jouer dans le contrôle de la diode. Et c'est justement sur ce bisou à Samsung, en évoquant le micro RGB, Samsung qui base toute sa communication là-dessus, vous le savez, qu'il a aussi présenté un deuxième point important évoqué, et là aussi, pour ceux qui visionnent mes vidéos, ça va vous parler, puisqu'il est question du contrôle électrique de la diode. Je vous en ai parlé, là encore, chez TCL, encore eux, l'alimentation des diodes passe par, je vais dire, deux méthodes. On a la partie PWM et la partie DC. Alors là, pour illustrer mes propos, même si vous pouvez aussi les retrouver dans d'autres présentations, puisque ces propos, je les ai déjà partagés avec vous au moment du C89B ou peut-être C8K, je ne sais plus quelle vidéo j'avais fait où il y a eu beaucoup de live, mais pour illustrer mes propos, je vais prendre cette fois-ci les slides de TCL qui est à l'opposé total de Sony, mais de bien d'autres constructeurs aussi, puisque, encore une fois, cette année, à l'occasion de l'événement TCL Meet Experts auquel j'ai assisté à Varsovie, eh bien, on a eu toutes les slides de présentation. Parmi celles-ci, celles que vous voyez, de toute façon, je vous le dis, à chaque fois, ces slides, c'est une mine d'or par rapport à tout le marketing que nous sert beaucoup de leur concurrence, et j'exagère à peine. Et du coup, ce slide, va me permettre de préciser un petit peu le point. Donc, pour les basses luminosités, le PWM, pour Pulse Width Modulation, va éclairer la diode de manière intermittente, mais à une fréquence que l'œil humain ne va pas être en mesure de détecter, dixit les experts. Et pour la partie DC, pour direct courant ou courant direct, cette fois-ci, on va illuminer la diode plus fortement. Et l'année dernière, de mémoire, Marek nous expliquait que les dalles, la partie électronique en tout cas, travaillaient selon ces deux systèmes et le PWM intervenait donc de 0 à 20% de l'intensité lumineuse. Et puis ensuite, on avait cette partie DC qui, elle, prenait le pas de 20 à 100%. Évolution 2026, mais chez TCL, via TCL CSOT en l'occurrence, je ne sais absolument pas ce qu'il en est chez Sony, puisque je n'ai pas la certitude du fournisseur, c'est que on aura donc en 2026 sur les TV X11L par exemple de TCL, un fonctionnement qui sera désormais hybride, local dimming, qui cette fois-ci va faire intervenir le PWM pour les Near Black, comme vous le voyez sur ce slide, ou basse luminosité, à moins de 100 nits, mais on le retrouve également dans les plus hautes lumières,
pour nous améliorer le niveau d'efficience. Bon, j'en ai sans doute perdu quelques-uns d'entre vous dans cette partie technique, mais tout ça pour vous dire que c'est l'un des points très importants pour avoir la meilleure des qualités image, uniformité, etc. Eh bien, chez Sony, on n'a toujours aucune valeur et aucune autorisation de partager les slides, mais ils nous ont montré des graphiques dans lesquels leur technologie TrueRGB serait plus efficiente que ce que je viens de vous raconter chez TCL, au sens où pour une même consommation électrique, leur téléviseur serait capable d'être plus lumineux. On nous parle d'un ratio de 1,5 fois plus lumineux que le modèle de chez Hisense et 2,8 fois plus lumineux que le TCL sur les modèles de 85 pouces. Et ils vont même jusqu'à nous dire qu'en 115 pouces, leur produit serait 1,5 fois plus lumineux que le Samsung Micro RGB. Par la même occasion, Akiyama dit que s'ils calaient leur TV au même niveau de luminosité cette fois-ci que le modèle de chez Hisense par exemple, eh bien la consommation des TV de chez Sony serait 25% inférieure. Ok, pourquoi pas? Et là, il faut bien que vous compreniez que je ne fais que vous partager les promesses de Sony. Je n'ai absolument rien testé de leur technologie TV TrueRGB, mais je peux quand même vous dire que la comparaison me semble très étrange. J'aimerais bien savoir de quel produit on parle parce que moi, si je ne peux pas présager de ce que j'ai vu chez Sony, j'ai plutôt passé pas mal de temps avec les modèles de chez TCL et de chez Hisense, un peu également avec les produits de chez Samsung, et j'aurais pas tendance à dire que Hisense et Samsung sont plus lumineux que le TCL. Voilà. Mais encore une fois, premières impressions dans tout cela, peut-être que je me trompe. Donc, on m'annonce des luminosités plus faibles pour TCL versus Hisense. Ça me semble un petit peu bizarre, mais peut-être que les prochains tests confirmeront que je me trompe ou me donneront raison. Enfin, dans les derniers points forts qui sont mis en avant par Sony, eh bien, on nous expliquera aussi que grâce à la maîtrise acquise avec la technologie Backlight Master Drive Pro, désormais, eh bien, ils vont atteindre une superbe uniformité des couleurs. C'est encore un petit peu différent de la logique de réduction du phénomène de banding, parce que là, on est surtout sur la partie où on nous dit ça va être très uniforme, mais en plus, ça va être très, très fidèle. Vous allez vraiment retrouver la patte Sony. C'est ce qui nous a pris du temps dans nos algorithmes, dans nos développements, etc. Et par exemple, ils dénoncent une mauvaise reproduction des tons chers, par exemple, chez la concurrence. Ils auraient testé les produits, ils nous ont montré un petit graphe, ils nous disent, ouais, là, ça dérive pas mal, là où nous, on aura vraiment notre petit savoir-faire qui va jouer en notre faveur. Et ça, c'est un propos qu'ils tiennent depuis très longtemps avec ce fameux processeur Bravia XR Cognitive Processor qui devait nous reproduire l'image la plus fidèle par rapport à ce que nous étions habitués à voir dans la vraie vie. Donc il faudra, comme d'habitude, juger de tout cela sur pièce pour voir réellement ce que ça donne. Mais là, je vais en arriver à ce que j'ai pu voir dans les quelques salles de démo et ce que je n'ai pas eu le droit de filmer non plus, encore une fois. Et comme j'avais commencé à le dire, j'ai bel et bien l'impression que Sony apporte son petit truc en plus. On a un vrai saut de qualité, j'ai trouvé, sur ces premières impressions, par rapport au Bravia 9, mais aussi par rapport au Bravia 8 M2. On voit bien qu'on a un Bravia 9 M2 qui va avoir un petit peu plus de patates. C'était assez étonnant d'ailleurs dans les éléments de comparaison, et bien entendu, Sony ne communique aucune valeur de luminosité, mais dans les démos, j'ai trouvé que c'était assez étonnant. C'était lumineux, punchy, et en effet, quand ils nous ont mis les outils de mesure, on voyait que la conso était inférieure. On avait également une comparaison avec un OLED G6 de chez LG. Bon, bah là aussi, sur la partie luminosité, même si on sait à quel point cet OLED est capable ce White OLED tandem OLED RGB de deuxième génération est capable d'envoyer très fort, bah là, j'ai quand même trouvé que Bravia 9 M2, il avait un petit truc, petite supériorité sur la luminosité, mais pas uniquement. C'est toujours difficile de se prononcer quand on a des setups comme ça qui sont mis, parce que dans l'absolu, même s'ils nous montrent que les TV sont dans leur mode d'image sortie de carton entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils mettent des modes film ou des modes filmmaker,
on voit des différences où on se dit, attends, mais si j'avais ce télé à la maison, ou quand j'ai eu ce télé à la maison, j'ai pas vu ça, moi, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on avait un traitement de l'image qui était effectivement meilleur chez Sony, puis on avait surtout aussi une justesse d'éteinte qui était également bien meilleure chez Sony que par rapport à la concurrence. Et la concurrence, en l'occurrence, on avait aussi un modèle de chez Samsung, alors pas le modèle le plus haut de gamme en micro RGB, hein, pas le 95, on avait le 90, ils nous ont certifié qu'ils n'avaient pas réussi à se fournir, à avoir le 95. Et donc on avait le 90, mais on sait que le 90, il est vraiment beaucoup moins bon. Enfin, je pense qu'il est vraiment... Je m'avance parce que je l'ai pas testé, mais je pense que le 90 reste quand même moins bon que le 95. Et peut-être que d'ailleurs, 90, c'est plutôt de l'acabit du Bravia 7 Mark II et non pas du Bravia 9. Donc voilà, on a eu des comparaisons qui tentent à montrer que Sony va se positionner plutôt dans le haut du panier. Et forcément, pour mettre tout le monde d'accord dans les différentes démos, ou plutôt dans les différentes démos qui étaient dans ce setup où on a vu plusieurs démos, eh bien, ils avaient installé juste en dessous un moniteur de référence de chez Sony. Alors oui, du coup, vous allez me dire, si vous comparez une image Sony par rapport à un moniteur de référence Sony, forcément, ça va bien matcher, mais c'est censé être un moniteur de référence pour le cinéma. Donc, voilà. Encore une fois, je suis bien désolé de ne pas pouvoir vous partager les moindres images, mais va falloir me croire sur parole et attendre aussi les tests. Il y a bien un point en revanche, parce que je vais pas complètement tirer à boulet sur je vais pas complètement enterrer l'OLED, hein, bien évidemment. Surtout sur un produit comme le G6, eh bien c'est qu'on a l'avantage de ce truc qu'apporte le LED, cette sensation de piqué, de netteté également, parce que le G6 va rester sans doute un très bon TV, mais il y a les angles de vision. Hein. On sait que sur la partie angle de vision, l'OLED, a fortiori dans la pénombre, sera sans doute parfait, là où le Bravia 9 M2 reste une technologie de rétroéclairage, tout trop RGB qu'elle est, elle pourrait afficher quand même un petit peu de blooming. On verra comment Sony maîtrise cela. En revanche, dans tout cela, il y a cette séquence que je peux vous montrer où on voit justement la comparaison du rétroéclairage entre Bravia 9 et Bravia 9 M2. Bravia 9 est à gauche et Bravia 9 M2 est à droite. Alors quand j'ai commencé à me rapprocher, et c'est là que c'est un petit peu amusant par rapport à ce que disait le porte-parole de Sony en disant oui, vous savez, la notion de taille, d'espacement, tout ça, c'est pas très important. Moi, quand j'ai commencé à me rapprocher du truc pour essayer de filmer le téléviseur, on m'a dit non, filmer le backlight, on m'a dit non, s'il vous plaît, pas trop près. Bon, à vrai dire, j'y suis allé sans la caméra, voir un peu ce que ça donnait à l'œil, et finalement, c'est quand même très très proche de ce que je vous ai déjà montré chez d'autres constructeurs. Eux annoncent notamment une densité un peu supérieure, gestion encore une fois de la diode bien meilleure. Mais bon, voilà, vous avez en tout cas ces images, c'est toujours ça de prix, hein, parce que pour le reste, malheureusement, rien d'autre. C'était navrant, c'était pas terrible de voir de tels téléviseurs avec des images d'une inutilité totale, en tout cas dans le cadre d'une réalisation d'une vidéo comme je suis en train de vous faire. Et donc vous pouvez comprendre que je suis quand même très agacé. C'était à vrai dire mieux l'année dernière, parce que si vous vous souvenez justement, j'avais pu faire plusieurs vidéos, dont même une vidéo aux côtés du Bravia 9 premier du nom, à côté d'un moniteur de référence. J'avais pu mettre du YouTube, j'avais pu mettre des contenus Blu-ray, j'avais pu également le faire sur d'autres téléviseurs qui étaient également présents à ce moment-là. Et là, c'était tout simplement impossible. Alors, la session était peut-être un petit peu plus courte. On est arrivé aux alentours de 10 heures le matin, et puis ensuite, on avait des petits ateliers, ça s'est succédé, et puis on en est reparti à 15 heures. Donc, vous voyez que tout ça, ça va quand même très, très, très vite. Et voilà de quoi il faut se contenter, donc vivement les tests. Et en attendant, je peux désormais vous parler un petit peu des châssis de Bravia 7 M2 et Bravia 9 M2. Sur Bravia 8 M2, si vous vous en souvenez, j'avais critiqué le choix des deux pieds positionnés aux extrémités. Si on peut se dire ok, pourquoi pas, sauf qu'en fait c'était aux extrémités uniquement. Ils étaient réglables en hauteur, mais on n'avait plus la possibilité de les rapprocher. Et j'avais trouvé que c'était un problème. Du coup, cette année, c'est le changement radical, puisqu'on est ici sur un pied central, qui est visiblement assez haut pour accueillir une barre de son. J'ai juste oublié de demander si ce pied pouvait être fixé, si le téléviseur pouvait être fixé selon deux positions sur ce pied, ce qui nous aurait permis d'avoir le téléviseur un petit peu plus bas par rapport au meuble, par exemple,
Je suis vraiment pas sûr que ce soit possible, tout simplement, eh bien, pour une autre raison, c'est le choix de la conception. Une particularité de ce pied central, eh bien, c'est cette plaque qui est en façade lorsqu'on regarde le TV et qui est peut-être sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils se sont inspirés de ce que fait Samsung avec son téléviseur 8K, qui nous met ce miroir qui doit donner l'impression que le téléviseur flotte. Ça marche pas du tout, bref. Sauf qu'ici, Sony est allé chercher un matériau qui a pour propriété, eh bien, d'éclater la lumière, plutôt même les choses qui sont derrière, et on voit avec la télécommande que je tiens derrière ce matériau semi-opaque, eh bien qu'on la distingue beaucoup moins. Oui, on voit toujours qu'il y a un truc noir derrière, mais il faut plutôt vous dire que l'objectif ici, eh bien, c'est de proposer un pied central original, plus original en tout cas que les modèles intégralement noirs ou gris, et qui sera en mesure d'une certaine manière de masquer les câbles HDMI qui vont tout simplement passer derrière. Pour les plus curieux, ou en tout cas pour ceux que ça intéresse, eh bien sachez que ce nouveau pied s'appelle le Mirage Stand. Toujours sur cette partie conception, plutôt équipement devrais-je dire, on peut remarquer aussi en observant un peu l'arrière de Bravia 7 et Bravia 9 M2, eh bien qu'ils seront dotés d'un système audio avancé, d'ailleurs ça nous a été présenté, un truc qui devrait être du type acoustique audio plus, comme on le connaît sur les téléviseurs actuels, auquel va s'ajouter la fonctionnalité Sony Direct Connect. Toutes les marques ont désormais leur système de connexion facilité avec des systèmes audio pour communiquer avec des satellites sans fil. C'est tout simplement ici la version Sony du Dolby Atmos Flex Connect, en tout cas il ne semble pas décidé, mais comme d'autres, à payer la licence à Dolby pour avoir du Dolby Atmos Flex Connect parce qu'on n'en parle pas, mais voilà, donc ça c'est fait. Et du coup, eh bien, vous pourrez avoir le TV qui remplira comme dans du Dolby Atmos Flex Connect, mais pas seulement, hein, comme dans du Q Symphony également, ou dans la WOS Synergy de chez LG, ou chez iSense du HI Concerto également. Bon, chez Sony, ça s'appelle eh bien ce fameux Direct Connect et ça va vous permettre d'utiliser le TV en tant que voix centrale auquel vous pourrez connecter en sans fil un caisson de basse ainsi que des satellites. Alors concernant les systèmes audio qui ont été présentés également, eh bien on a le Bravia 7 M2. Du coup ici, bon comme chez les autres, vous aurez le TV qui remplira le rôle de voie centrale auquel eh bien vous pourrez connecter en sans fil un caisson de basse ainsi que des satellites. Alors concernant la partie audio des TV eux-mêmes, eh bien Bravia 7 M2 est un peu moins bien équipé logiquement que le Bravia 9 M2. On peut notamment apercevoir eh bien à l'arrière un subwoofer avec les évents ainsi que les speakers mid-range. On voit aussi qu'on a donc des petits traits, des petites ouvertures sur le côté qui sont plus importantes sur le Bravia 9 M2 et pour cause, il est en plus équipé de tweeters mais aussi de up-firing speakers donc sur la partie haute, sauf pour le modèle de 115 pouces qui n'aura donc pas ces haut-parleurs dédiés à l'effet spatialisation, l'effet Atmos. Pour compléter tout cela et justement, donc pour profiter de cette nouvelle technologie Direct Connect de Sony, eh bien, ils ont annoncé des systèmes audio avec bar 7, Trio, Rear 9, Sub 9, mais aussi Sub 8. Tout ça pour vous donner la possibilité de créer des combinaisons. On en retrouvera, par exemple, avec le pack bar 7 et le caisson de basse Sub 7, ou encore le pack qui reprend le Trio avec cette fois-ci les satellites Rear 9 pour l'arrière et un caisson de basse Sub 8. On a eu quelques informations d'ailleurs sur le Trio qui se compose de la barre de son, assez étonnant d'ailleurs parce que Sony nous disait qu'il était important d'avoir de la spatialisation et on se retrouve avec une barre de son qui est finalement étonnamment compacte, tout simplement parce qu'elle est équipé de voix également sur les côtés dans cette partie Trio. Et donc sur la partie barre de son, on retrouve un tweeter de 25 mm et deux woofers allongés 45 par 108 mm avec ses évents sur les côtés.
La partie satellite intègre, enfin les deux satellites intègrent un tweeter de 20 mm ainsi qu'un woofer de 100 mm et une voix sur le dessus de 80 mm. C'est clairement le kit que Sony qualifie de référence à privilégier pour l'associer au Bravia 9 M2. Je n'ai pas encore de prix, par contre cette fois-ci sur la partie des enceintes, sur tout ce dont je vous ai parlé ici. On a eu une rapide première démonstration à Wadebridge. C'était assez étonnant, plutôt qualitatif, mais j'ai pu quand même remarquer qu'ils avaient dû faire des aménagements dans l'espace, dans cette pièce, pour qu'on puisse aussi percevoir ces bases qui étaient riches, ces satellites qui étaient quand même bien présents, y compris pour la partie arrière. Mais je pense que ça va quand même être pas donné. Voilà, il est temps de conclure sur cette vidéo, sauf que, en fait, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, au sujet de ces téléviseurs, dans ce chapitre qui va s'appeler finalement coup de gueule, parce que dans le cas du Bravia 9 M2, mais à vrai dire comme du Bravia 7 M2, qui va tout simplement représenter le meilleur des TV de chez Sony, et je suis pas ironique là-dessus, parce que Sony a dit que le LCD mini LED serait la techno qui porterait toujours le modèle le plus premium. Vous voyez bien qu'on a Bravia 9 M2 qui est en mini LED RGB cette année, et Bravia 8 M2 qui est en QD OLED. Et comme d'habitude, quand j'avais les TV devant les yeux, je suis allé faire mon petit tour, mon petit curieux, en me couchant derrière les TV pour voir ce que ça donnait du côté de la connectique. Et là, c'est super parce que tous les deux ne disposent que de 2 prises HDMI 2.1 et 2 prises HDMI 2.0. Bon, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, finalement, c'est assez. Ok, pourquoi pas. Et à vrai dire, j'ai même pas pensé à demander à Sony sur le moment. J'étais tellement déçu parce que ça traduit tout simplement le fait qu'ils n'ont pas changé de processeur. J'ai même pas pensé à demander si on est sur 120, 144 ou 165 Hz. J'espère que c'est au moins du 144. Mais je suis quand même allé voir la gentille dame qui était dans la pièce pour lui poser des questions, qui m'a confirmé qu'effectivement c'était bien 2 HDMI 2.1 et 2.0 et que donc on n'avait pas de changement de processeur. Et donc si pas de changement de processeur, il n'annonce rien non plus concernant le Dolby Vision 2. Pas chez Sony, à nouveau, en 2026. À date, c'est vrai que c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas de contenu, mais quand on va lâcher une blinde dans son TV Sony, parce qu'on est early adopter, qu'on a envie de voir ce que ça donne, early adopter avec des moyens bien entendu, et qu'on a envie de voir ce que ça donne le RGB mini LED chez Sony, je pense qu'on va pas le faire pour 2 ans. Voilà. Je rappelle que ce qui m'avait été annoncé chez TCL, dans l'analyse du marché, on est plutôt sur un taux de renouvellement qui se situe aux alentours des 9 ans. On sait que c'était un peu moins, mais voilà. Donc, on aimerait avoir un TV qui, quand même, peut aller supporter ce futur standard HDR qu'on nous promet. Donc, ça risque d'être, je pense, assez contrariant. Mais finalement, chez LG, ils ont fait la même chose. Bon, alors, je ne sais pas si c'est grave. Là aussi, je vous laisse vous exprimer sur tout cela. Et c'est la fin de cette vidéo, vraiment. Elle a été encore un peu longue, manque d'images, je le regrette. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir plus d'images, d'illustrations, comme ça peut être le cas chez beaucoup d'autres marques. C'était le summum chez TCL, parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais chez Hisense, avec le mini LED RGB aussi, j'avais une platine, ouais, j'avais quand même pu faire pas mal de choses. Donc là, présentation un peu en demi-teinte, d'où ma vidéo finalement qui est plus une forme d'analyse technique et je l'espère ensuite avoir très rapidement la possibilité de tester les produits et pour vous en dire un petit peu plus, mais il faut pas oublier que je suis peut-être un méchant, donc peut-être qu'ils arriveront pas de sitôt. On verra. Mon propos, je pense, a été assez clair tout au long de cette vidéo. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!